faut vraiment dire, c'est que parfois, je pense pas manquer de lucidité, bien au contraire. Je suis plutôt intuitive et lucide. Mais là, en fait, c'est comme si j'ai été prise dans un mécanisme de déni et en fait, qui m'empêche de voir. Moi, j'avais des valeurs d'honnêteté. Je me suis toujours dit, ben, on veut se débarrasser de moi, on me le dit, quoi. Enfin, c'est simple. En fait, c'est simple. Et C'est très ça simple. pourrait être simple. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas souffrir, mais Non. de se dire on n'est plus fait pour travailler ensemble, c'est quand même beaucoup moins violent que cette machine à broyer qui est mise en place et qui est hyper destructrice et d'une violence sans nom, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'alors, le patron m'appelait le matin à 7 heures, voilà, parce qu'on avait la DGST qui venait, parce qu'il y avait des manifestations, enfin bref, il m'appelait, on travaillait ensemble à 7 heures du mat, machin, voilà, on avait une relation extrêmement étroite, et du jour au lendemain, plus personne ne répond à vos appels, plus personne ne te parle, et tu deviens la personne à abattre. Et Hmm. le jour où en fait j'ai décidé de dire bon d'aller voir le DRH et de dire bon écoutez là ça suffit parce que entre le fait que j'ai un remplaçant, le fait que j'ai ce mail qui dit que j'aurais dû bosser pendant voilà, euh, voilà on va s'arrêter là sinon on va mettre en place moi je vais mettre en place une procédure. J'ai une avocate, je connais bien la presse donc si vous voulez on en discute ensemble mais voilà on peut peut-être sortir de là de façon plus un peu plus intelligente. Et le jour où je décide d'aller le voir, en fait, je tombe sur mon N+1 et je l'entends dire, tu te démerdes, mais tu me la fous dehors, quoi. En fait, il parlait de moi, d'accord? Et en fait, ce qui est très dur, c'est il y a la violence et il y a la solitude aussi. Parce que j'avais une équipe de 10 personnes, alors là, il n'y avait plus personne, hein, plus personne. Tout le monde a peur. Oui, c'est ça. C'est pas forcément le rejet de la personne, mais c'est ses propres peurs qui font que chacun se retranche, sauf sa peau, quoi. Voilà, mais sauf que quand on vit, on se En sent seul. forcément rejeté, en fait, on se sent Hmm. seul. Et donc, tout le monde a la trouille, et donc, en fait, personne ne va lever le petit doigt pour vous, en fait. Hmm. Personne. Et donc, tu t'es fait accompagner par une avocate. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi que tu as dit en amont, c'est que tu as voulu faire reconnaître ta valeur. C'est-à-dire que ça t'a donné aussi une forme de rage, de dire, bah, ok, je vais partir. Mais par contre, Ouais. ton combat, c'était de faire reconnaître cette valeur. Et je trouve ça très intéressant. Oui, c'est-à-dire que bah, donc voilà, je bossais avec un thérapeute et parce que voilà, c'était compliqué quand même, hein. En même temps, j'ai vu d'autres choses sur un plan personnel aussi qui étaient de l'ordre de la dérelation. Donc, en fait, voilà, je veux dire, une dérelation, parfois, elle n'arrive jamais seule. Et de ce fait, voilà, il m'avait beaucoup sensibilisé sur quel que soit ce qui vous arrive, vous avez une valeur et vous devez la monnayer, vous devez la faire valoir. Et donc ça a été important. Ça a passé effectivement par une enveloppe financière qui était bien plus que la normale. J'ai négocié un accompagnement avec une coach à l'époque pour effectivement bah, pouvoir retrouver, pouvoir me repositionner. J'ai négocié une enveloppe avec une formation. Donc je ne suis pas partie sans rien en fait. Et pour moi, ouais, c'était fondamental en fait. Dans tous les cas, le fait de se faire accompagner par un avocat, ça permet d'avoir la reconnaissance que l'entreprise ne daigne plus nous fournir. C'est-à-dire que toi, ça faisait 1 an que tu étais dans l'entreprise, mais j'ai entendu d'autres témoignages, et je pense notamment à Karine, qui au bout de 27 ans est partie sans un mot, sans impôt de départ, parce qu'il y avait un désaccord suite à une conduite du changement qu'elle n'arrivait pas à vivre. Cette procédure-là amène la reconnaissance que le système n'arrive pas à accorder, à valoriser, et on reste des humains et on a besoin de clôturer ces chapitres aussi avec le fait de reconnaître que ce partenariat, il a pu avoir des hauts et des bas. Néanmoins, on s'est construit dans ce partenariat. Et quand je dis on, c'est l'individu et le système. Après, quand on sort de ça et qu'on peut prendre un peu de recul, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens, alors je l'ai su des années plus tard, mais qui avaient vécu la même chose. Et donc ça a été extrêmement réparateur parce que j'ai compris que ça parlait vraiment du système, alors que j'avais été une pièce du système, etc. Donc j'avais ma part de responsabilité. Et ça, avoir sa part, c'est hyper important parce que c'est du coup être acteur, c'est pas être victime en fait quand on se reconnaît qu'on a une part dans ce qu'on a joué.
Et ma part, ça a été de laisser traîner des choses, ça a été d'accepter des choses, ça a été de me mettre en rébellion avec lui alors que j'avais aucune chance de gagner, etc. Et de ne pas avoir eu cette intelligence de situation-là. Enfin bref. Donc tout ça, c'était ma part. Mais le reste, ça leur appartenait. Et le fait d'avoir compris que je n'étais pas la seule à avoir vécu ça, ben ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait Bien vraiment sûr. beaucoup de bien. Comment on se relève d'une situation si intense, épuisante? On a vu que ton corps aussi avait lâché à travers cette chute. Euh, Quels seraient les conseils que tu pourrais apporter ou ton regard, retour d'expérience sur le sujet? J'ai fait un travail thérapeutique important. J'ai fait ce coaching où effectivement, ça a abouti au projet d'être coach. Alors à l'époque, il n'y avait pas de coach, hein, donc c'était un truc un peu innovant. Donc voilà, ça a abouti à ce projet-là et puis à un espèce de plan d'action pour pouvoir le mettre en place. J'ai pris du temps pour moi, je suis allée me former, etc., mais sans avoir d'objectif précis par rapport à ces formations. Euh, ça m'a beaucoup aidé en fait. Je me posais la question, est-ce que les dérelations chez les neuroatypiques sont pas plus étranges, plus intenses, ou dans tous les cas, j'ai le sentiment, la conviction qu'il y a quelque chose autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que la caractéristique principale, c'est l'intensité. Hein. Donc, intensité du besoin de stimulation, intensité dans les relations, dans la quête de relations profondes, authentiques, etc. Intensité émotionnelle, etc. Donc, forcément que ben, la dérelation, elle se vit de façon encore plus intense. Donc, ça, c'est une chose. Je pense aussi que les neuroatypiques, hein, ils sauvent le monde. Et donc, il y a vraiment une posture de sauveur. Et donc, du coup, qui nous emmène dans des jeux relationnels. Tout le monde connaît victime, sauveur, persécuteur, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, ils vont se retrouver plus facilement dans des impasses relationnelles comme celle-ci. Et là où d'autres ont appris, alors je dis pas que c'est bien, hein, mais d'autres ont appris à louvoyer davantage dans ce monde des relations, dans les codes, voilà. Et ça, on n'est pas très équipé pour ça. On pourrait amener de la nuance en conscience, même si ça va venir chahuter l'architecture cérébrale ou comportementale plutôt naturelle du neuroatypique, quoi. Oui, et puis d'abord, on n'est pas que neuroatypique, on est aussi une personne qui a un cadre de référence, qui a reçu une éducation, qui a machin, etc. Donc du coup, c'est toujours compliqué de faire des généralisations, donc, euh, mais effectivement, ça se travaille, parce que en fait, moi j'ai envie de dire, il faut regarder le prix à payer et la souffrance qu'il y a derrière. Donc, est-ce que ça valait vraiment la peine que, en fait, voilà, moi, j'ai laissé mon couple, j'ai laissé beaucoup d'énergie, etc. En fait, finalement, j'avais plein d'indicateurs qui me disaient que c'était plus OK, en fait. Mais j'ai pas voulu les voir. Et là, c'est là aussi où, pour reprendre ta question sur les neuroatypiques, etc., être mis face à son impuissance, c'est très compliqué. Et en fait, souvent, ce que je vois, c'est que mes clients, et moi j'ai fait pareil, ils vont switcher vers la toute-puissance, en fait. Donc, la puissance sur l'autre, tu vois. Et là, c'est pas OK, en fait. Tout est au démarrage, donc tout est là. Donc, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne. C'est, si tu vois plein de choses, etc., c'est là, il y a quelque chose à en faire et à regarder. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, avoir le courage d'aller regarder où est-ce que je suis dans le pouvoir sur ou la puissance sur l'autre. Et en fait, moi, j'étais quelque part dans ça avec mon boss ou avec lesquels, ben, effectivement, je voulais prouver qu'il était médiocre et que ce qu'il m'a raconté, c'était du bullshit. Bon, voilà. Bon, enfin, je suis pas sortie grandie en faisant ça. Hein. Tu vois, ça sert à Bien rien, en sûr. fait. Mm. Vraiment. Donc, c'est là où on est dans la surpuissance, la toute-puissance, et c'est là où c'est pas bon, en fait. Et ce Mm. que j'accompagne avec mes clients, c'est de ne pas être dans l'impuissance, donc pas pouvoir agir, mais de pas aller non plus dans la toute-puissance. Je vais te démontrer que t'es qu'un pauvre médiocre, mais être dans sa belle puissance, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on peut te Oui. souhaiter pour la suite, Isabelle? Eh ben, de continuer à faire ce que je fais, comme je le fais avec des clients, avec les clients que j'ai, parce que franchement, là-dessus, c'est hyper épanouissant et j'apprends toujours, en plus, j'apprends toujours beaucoup à leur contact. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Merci Vanessa, merci à toi. Je t'en prie.